Merci beaucoup, merci Tess, merci bien sûr à l'Atheneum de Philadelphie qui nous accueille une fois encore aujourd'hui. Et le sujet du jour, c'est Victor Hugo. Alors, Victor Hugo est né le 26 février 1802. Il voit le jour à Besançon, où son père, Joseph, militaire, est en garnison. Alors, Joseph Hugo devient général d'Empire. Il obtient même le titre de comte de la part du frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, alors roi d'Espagne. Enfant, Victor ne reçoit aucune éducation religieuse et vit dans l'indifférence du catholicisme. En fait, son père a la fibre anticléricale. Quant à la mère de Victor, elle s'appelle Sophie Trébuchet. C'est la fille d'un capitaine de marine. Elle est issue de la bourgeoisie nantaise. Alors Joseph et Sophie ont 3 fils. L'aîné s'appelle Abel Hugo, né à Paris en 1798. Il sera page à la cour du roi d'Espagne, Joseph Bonaparte, puis sous-officier de l'armée impériale. Plus tard, Abel sera l'auteur de 2 ouvrages majeurs sur la vie de Napoléon Bonaparte. Le deuxième frère de Victor, né à Nancy en 1800, il sera un poète précoce et talentueux, mais souffrira de rivalité amoureuse et littéraire avec son illustre frère. Alors, comme nous venons de le voir, Victor est le fils cadet de la fratrie. À peine né en 1802 à Besançon, il est déjà le centre de toute l'attention de sa mère. En effet, il est de santé fragile et ne semble pas avoir la robustesse physique de ses 2 frères. Peu après sa naissance, ses parents quittent la Franche-Comté et s'installent à Paris. Alors, ils vivent dans un logement du couvent désaffecté des Feuillantines, au cœur du 5e arrondissement, dans le quartier du Val-de-Grâce. Plus tard, Victor Hugo parlera avec nostalgie du grand parc sauvage du couvent dans lequel il aimait à jouer. C'est en 1809, au couvent des Feuillantines, que Victor apprend à connaître le général Fano de la Horie, qui n'est autre que son parrain. Accusé d'infidélité à l'Empire, le général de la Horie est en fuite. Grâce à la mère de Victor, Sophie Hugo, la Horie trouve refuge dans la sacristie d'une chapelle en ruine du couvent des Feuillantines. Ainsi caché, pendant 1 an, ce fugitif devient le précepteur du petit Victor. Il comble le vide laissé par son père, Joseph, souvent absent de Paris. Et voilà que Sophie, trop seule, entretient une liaison amoureuse avec le général en fuite. Mais hélas, traqué par la police et suite à une dénonciation, Fano de la Horie est arrêté en 1810 et jeté en prison. Alors, dépitée, la mère de Victor décide alors de rejoindre son mari. Le petit Victor la suit et fait de nombreux séjours à Naples, puis en Espagne, suite aux affectations militaires de son père. En 1811, à l'âge de 9 ans, Victor et ses 2 frères sont pensionnaires à l'Institut royal de Saint-Antoine, à Madrid. La vie semble se stabiliser de nouveau. Mais en 1812, à 10 ans,
Victor doit quitter l'Institut et l'Espagne. Il doit suivre sa mère à Paris. Ses parents viennent de se séparer. Car Sophie est toujours amoureuse de Fano de la Horie, bien sûr. Et celui-ci vient d'être libéré en octobre 1812. En effet, profitant de l'absence de l'empereur embourbé dans la campagne de Russie, un général d'Empire nommé Mallet fait courir le bruit que Napoléon est mort sur le front russe. Le général Mallet libère son ami Fano de la Horie et le nomme ministre de la police. Mais le coup d'État échoue très vite. Fano et Mallet sont arrêtés pour complot et fusillés le 29 octobre. Voilà donc Sophie à Paris, sans amant et sans mari. En 1813, l'Empire chancelle. Après la retraite d'Espagne et la débâcle française, Joseph Hugo est rétrogradé par ordre de Napoléon. Il n'est plus que commandant et perd son statut de général. En 1814, il est pourtant rappelé par Napoléon dans le nord-est de la France. Il a pour mission de défendre la place de Thionville, à la frontière luxembourgeoise, alors que l'Empire est sur le point de s'effondrer. Mais le 14 avril 1814, Joseph Hugo se rallie aux troupes de Louis XVIII, nouveau roi des Français. Il tourne le dos à l'empereur qui vient d'abdiquer le 11. Alors Louis XVIII, qui cherche à se réconcilier avec les Français qui avaient soutenu l'Empire, décerne la croix de Saint-Louis à Joseph Hugo. En 1815, il obtient même la Légion d'honneur. Alors, la paix retrouvée, Joseph rejoint sa femme Sophie pour un temps. La famille Hugo a finalement bien négocié la transition de l'Empire à la Restauration. À l'âge de 13 ans, Victor et son frère Eugène entrent à la pension Cordier de Paris. C'est à cet âge qu'il commence à écrire ses premiers vers. Mais Victor est un autodidacte. Il étudie seul l'art des rimes et de la mesure, ainsi que les règles qui régissent la poésie classique. Sa mère, à qui il lit ses poèmes, l'encourage. Désormais, la vocation de Victor est sans équivoque. À 14 ans, il écrit dans son journal intime « Je veux être Chateaubriand ou rien ». En 1817, alors qu'il vient d'avoir 15 ans, Victor participe à son premier concours de poésie. Ce concours est organisé par l'Académie française et a pour thème « Le bonheur que procure l'étude dans toute situation de la vie ». Mais Victor échoue et n'obtient qu'une simple mention. Le jury conservateur hésite en effet à honorer un garçon si jeune. Mais Victor ne se décourage pas. Pourtant, en 1818 et 19, il échoue à nouveau au concours de l'Académie. Mais c'est une époque douloureuse pour une autre raison. Sa mère Sophie rompt définitivement avec son mari. Elle obtient la reconnaissance officielle de sa séparation de corps et de biens avec Joseph. Sophie a désormais la garde de Victor, qui a 16 ans. Éloigné de son père, il se rapproche de sa mère.
d'autant qu'elle est consciente des talents de poète de son fils, et elle le soutient dans cette voie. Mais Sophie se fait surtout du souci pour Eugène. Comme son frère Victor, il a des aspirations littéraires. Mais Eugène est un frère jaloux. Sa fragilité psychologique inquiète sa mère. Elle tente alors de favoriser Eugène, qui, plus que Victor, a besoin de se sentir apprécié, aimé. Alors, conscient de la vulnérabilité de son frère Eugène, Victor n'essaie pas de s'imposer auprès de sa mère. En 1818 et 19, il continue à écrire et il gagne 3 prix aux Jeux Floraux de Toulouse, prix de poésie bien sûr. Il est alors gratifié du titre Maître S. Jeux Floraux en 1820. Encouragé par ses succès, Victor décide d'abandonner l'étude des mathématiques au lycée Louis-le-Grand, bien qu'il ait des aptitudes dans le domaine. À 17 ans, Victor va donc embrasser une carrière littéraire. Il fonde avec son frère Abel une revue royaliste, catholique et conservatrice. Cette revue se nomme Le Conservateur littéraire, où s'exprime l'aile ultra-royaliste des écrivains romantiques. Il y publie de nombreux poèmes et se fait remarquer pour son talent. Son premier recueil, intitulé Aude, paraît en 1821, alors qu'il a seulement 19 ans. Tiré à 1500 exemplaires, tous sont vendus en 4 mois. Le roi de France, Louis XVIII, en possède un exemplaire. Il octroie au jeune Victor une pension annuelle de 1000 francs. Cette largesse du roi lui permet de vivre désormais de sa passion pour la poésie. Et il songe à épouser Adèle Fouché, son amie d'enfance, dont il est secrètement amoureux. Mais hélas, alors que son premier succès littéraire vient de frapper à sa porte, Victor a le malheur de perdre sa mère. C'est en jardinant dans le jardin de son fils Abel que Sophie prend un coup de froid. Elle tombe malade et meurt le 27 juin 1821. Elle n'a que 49 ans. Elle sera enterrée dans le cimetière de Vaugirard, mais plus tard, Victor fera transférer sa dépouille au cimetière du Père Lachaise. Elle y repose désormais sous le nom de comtesse Hugo. À l'âge de 20 ans, en octobre 1822, Victor épouse son amie d'enfance, Adèle Fouché, en l'église Saint-Sulpice de Paris. Son frère Eugène, jeune homme très sensible, fait une grave dépression. Il était en effet lui-même amoureux d'Adèle. De plus, il est encore sous le choc de la perte de sa mère, dont la protection et l'attention lui manquent terriblement. Eugène est alors interné à l'asile psychiatrique de Besançon. Pour sa part, Victor s'installe chez les parents de sa femme. Avec Adèle, ils y resteront environ 2 ans avant d'aller vivre dans leur propre appartement. Leurs 5 enfants vont naître de leur union. En 1823, Léopold. Hélas, il ne vit que quelques mois. En 24, Léopoldine, sa première fille, puis Charles en 26, François-Victor en 28 et enfin
Adèle, en 1830, sa seconde fille, qui porte le prénom de sa mère. Nous aurons l'occasion de revenir sur chacun d'entre eux brièvement plus tard. Alors Victor publie son premier roman en 1823, Anne d'Islande, une aventure romantique qui se déroule en Norvège, comme son titre ne l'indique pas. L'accueil du public est partagé, mais le roi, enthousiaste, récompense de nouveau Victor, qui obtient cette fois une pension annuelle de 2000 francs. En 1824, le jeune Hugo a toutes les raisons de regretter la mort de Louis XVIII, qui avait toujours été sensible à son talent. La montée sur le trône de Charles X n'est pas pour satisfaire Hugo. En effet, le nouveau roi met en place une censure plus forte encore que celle de son prédécesseur. Mais cela n'empêche pas Victor d'écrire. À l'âge de 25 ans, il crée sa première pièce de théâtre, Cromwell. Cette pièce est composée en vers, mais elle déroute par sa durée. 6900 vers, et par la multitude des personnages. C'est un échec. Mais Hugo, auteur épique, est un homme de son temps. Il est plein ou en plein dans le mouvement romantique, comme Berlioz l'est en musique, avec son style avant-gardiste et monumental. Alors, suite à son mariage avec Adèle Fouché et à la naissance de leurs enfants, Victor se rapproche de son père Joseph. Ainsi, il écrit une série de poèmes intitulée Ode à mon père. Mais en janvier 1828, Joseph est frappé d'une hémorragie cérébrale. À l'âge de 54 ans, il est terrassé. À 26 ans, Victor a donc perdu ses deux parents. Il fera inhumer son père au cimetière du Père-Lachaise afin que le comte et la comtesse Hugo reposent ensemble. Alors Victor est un homme qui aime être reconnu et il reçoit beaucoup. Sainte-Beuve, Lamartine, Mérimée, Alfred de Musset, Delacroix. Son salon est l'un des plus visités de Paris. Adèle, sa femme, se sent délaissée. Quand Victor ne reçoit pas, il écrit. Quand il n'écrit pas, il produit ou il met en scène. En 1829, il publie un court roman, Le dernier jour d'un condamné, véritable plaidoyer contre la peine de mort. Alors 1830 est une année prolifique. Il publie 2 recueils de poèmes, Feuilles d'automne, puis Les Orientales. Il vient aussi de créer sa pièce Hernani, un drame romantique qui se joue à la Comédie Française. Les répétitions l'accaparent. Il obtient un triomphe, malgré les critiques vitrioles de Balzac, qui n'apprécie guère son style. De plus, Hugo s'accommode bien du nouveau roi de France, Louis-Philippe, qui vient de succéder à Charles X. Légitimiste sous la Restauration, voilà Hugo devenu orléaniste. Alors Hugo, pris par son art, ne réalise pas que sa femme Adèle se détache de lui. Et c'est ainsi qu'en 1831, elle prend le critique littéraire Sainte-Beuve pour confident, puis amant. Aveugle, Hugo continue à écrire. Dans son roman Notre-Dame de Paris,
Il défend l'art gothique et la préservation de l'architecture historique française. Alors désormais, pendant une dizaine d'années, Hugo se consacre quasi exclusivement au théâtre. Sa pièce, Marion Delorme, est montée en 1831. Il crée également Le Roi s'amuse en 1832. Mais le lendemain de la première, la pièce est interdite. Certes, Louis-Philippe est libéral, mais la critique acerbe de la société du XVIIe siècle ne plaît pas à l'Académie française. En 1834, il écrit une nouvelle intitulée Claude Gueux, où il dénonce les conditions de détention dans les prisons du royaume. On le voit donc, le nouvel Hugo est né. Dans les années 30, sa conscience politique et sociale s'affirme. Alors, comme on le sait, sur le front domestique, les relations de Victor et de sa femme Adèle se sont distendues depuis quelque temps. Et c'est en 1833 qu'Hugo rencontre l'actrice Juliette Drouet. Elle devient très rapidement sa maîtresse et elle le restera toute sa vie. Il écrit pour elle de nombreux poèmes et chaque année, ils passent ensemble l'anniversaire qui célèbre leur première nuit d'amour. Ils tiennent un cahier intitulé Livre de l'anniversaire, dans lequel ils écrivent leurs pensées communes et intimes. Mais Victor Hugo n'a pas que les femmes en tête. En 1835, il se plaint que Paris n'offre pas assez de salles où jouer des drames romantiques. Il décide donc, avec Alexandre Dumas père, de créer une salle de théâtre où tous deux pourraient produire leurs pièces. En 1836, ils obtiennent du ministre Guizot les fonds nécessaires pour créer le théâtre de la Renaissance, boulevard Saint-Germain. La première pièce qu'Hugo y donne est Ruy Blas, pièce écrite en alexandrin bien sûr. Alors pendant ce temps, en 1837, prise de remords, Adèle finit par avouer à Victor sa liaison avec le critique littéraire Sainte-Beuve. Hugo, fou de rage, provoque Sainte-Beuve en duel. Ce dernier préfère prendre la fuite et s'installe à Lausanne, en Suisse. Sa liaison avec Adèle s'achève. Elle aura tout de même duré 7 ans. La fuite de Sainte-Beuve ouvre une période de calme. Hugo continue à recevoir beaucoup. Il se lie d'amitié avec Berlioz et Liszt, sans oublier le très conservateur Chateaubriand. Mais en 1837, il a la douleur de perdre son frère Eugène, qui meurt à l'âge de 36 ans dans l'asile d'aliénés de Besançon. Se sentant indirectement coupable de l'état de dépression d'Eugène, cette perte lui cause une blessure profonde. Il ne parviendra jamais véritablement à s'en guérir. En janvier 1841, toujours en quête d'honneur, Hugo est élu membre de l'Académie française, après, il faut le dire, 3 tentatives infructueuses. En effet, certains membres de l'Académie, des classicistes, étaient farouchement opposés au mouvement romantique. Mais c'est une belle revanche pour Hugo qui, dans sa jeunesse, n'avait pas été reconnu par l'Académie. En septembre 1943, Hugo apprend par hasard, en lisant dans le journal Le Siècle, la mort de sa fille
Léopoldine. À l'âge de 19 ans, elle se noie dans une rivière avec son époux. Leur canot chavire suite à un coup de vent. Effondré par la perte de cette enfant lumineuse, c'est un choc terrible pour Hugo. À partir de cette date et jusqu'à son exil de 1851, il ne produit plus rien. Alors, d'un point de vue politique, favorable à la monarchie constitutionnelle, Hugo considère le roi Louis-Philippe comme un homme éclairé. Il devient vite un familier de la cour et du palais des Tuileries. Le 13 avril 1843, le roi nomme Hugo pair de France, pair P-A-I-R. Il entre donc à la Chambre des pairs qui a, grosso modo, les mêmes attributions que l'Assemblée. Alors, assoiffé de gloire, Hugo ne résiste pas à cette marque de noblesse. Les républicains sont scandalisés et se moquent désormais du vicomte Hugo et de ses relations avec la monarchie. À la même époque, Hugo entretient une liaison amoureuse avec Léonie Donnet, épouse du peintre français François-Auguste Billard. Cette femme de 18 ans, sa cadette, fascine Hugo. Elle accompagne son mari lors d'expéditions scientifiques dans l'océan Arctique. Il admire en elle son côté aventurier. Mais le 5 juillet 1845, Hugo est pris en flagrant délit d'adultère avec la belle Léonie. Alors il suffit à Hugo de faire jouer l'immunité des pairs de France, il n'est pas inquiété. Mais Léonie, moins chanceuse, est jetée en prison et elle y passera 2 mois. L'affaire fait un énorme scandale, le prestige d'Hugo en ressort terni. Alphonse de Lamartine, en républicain qui n'aime pas Hugo, ironise et se moque de lui. Il écrit « En France, quand on s'appelle Hugo, on se relève de tout, même d'un canapé. » En février 1848, bien voilà que le dernier roi de France, ou roi des Français, devrais-je dire, puisque c'est la monarchie constitutionnelle, le dernier roi des Français, Louis-Philippe, abdique après 18 ans de règne. Alors Victor Hugo vit mal cet événement. Il est peu convaincu par la République. De plus, il n'apprécie guère Louis-Napoléon Bonaparte, devenu prince-président. Un malheur ne venant jamais seul, Chateaubriand, le fondateur du romantisme français, qu'Hugo considère comme l'un de ses maîtres, vient de mourir. En 1848, après l'avènement de la Deuxième République, Hugo décide de se lancer en politique. Il est alors élu député et siège parmi les conservateurs. Des émeutes ouvrières ont lieu en juin 1948. Il commande aux troupes de réprimer les ouvriers et d'enfoncer les barricades. Plus tard, il regrettera publiquement la répression sanglante à laquelle il a participé. L'année 1949 marque un tournant politique pour Victor Hugo. En juillet 1949 et juin 1950, il prononce 2 discours fameux, fondateurs, sur la misère. Il rompt définitivement avec Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il trouve réactionnaire. Progressivement, Hugo opère un glissement libéral. Alors désormais, il se bat contre ses propres amis politiques qu'il trouve bien trop conservateurs.
Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président en place, fait un coup d'État constitutionnel. Alors, ne pouvant se représenter aux élections, il change la Constitution quelques mois avant la fin de son mandat, conservant ainsi le pouvoir. Louis-Napoléon Bonaparte dissout l'Assemblée, impose une nouvelle constitution, les bonapartistes autoritaires reprennent ainsi le pouvoir, Hugo s'insurge. Leur opposant du pouvoir, il doit se retrancher à Bruxelles en décembre 1851. Il espère organiser la résistance face à l'autoritarisme de Louis-Napoléon. Mais en janvier 1852, Victor Hugo figure sur une liste de 56 anciens députés expulsés du territoire français. C'est le début d'un exil qui va durer 19 ans. Alors qu'il n'avait plus écrit depuis la mort tragique de sa fille Léopoldine, c'est à Bruxelles qu'il reprend la plume. Il publie Histoire d'un crime, un essai qui relate le coup d'État de 1851. Puis, dans la foulée, Napoléon le Petit, un pamphlet où il accuse Louis-Napoléon d'être un usurpateur et un criminel. Alors, publié en Belgique, l'ouvrage sera distribué clandestinement en France. Mais cela ne plaît guère aux autorités belges qui ne souhaitent pas envenimer leurs relations avec leurs puissants voisins. Bientôt, Hugo va être contraint de quitter la Belgique. En juin 1852, sa femme, Adèle, restée à Paris, met en vente le mobilier et l'appartement parisien d'Hugo. Puis en août 1852, Hugo décide de s'installer sur l'île anglo-normande de Jersey avec sa femme et sa fille. Il loge au sud de l'île dans une demeure nommée la Terrasse Marine. Alors Juliette Drouet, la maîtresse d'Hugo, est du voyage et prend ses quartiers dans une maison proche de celle du grand écrivain. À Jersey, Hugo retrouve aussi le poète et photographe Auguste Vacquerie. Auguste, qui n'est autre que le beau-frère de Léopoldine, la fille défunte d'Hugo. Quant au fils d'Hugo, Charles, il rejoint la famille en novembre 1952. Il y installe avec Auguste Vacquerie un studio de photographie. Charles et Auguste vont prendre plus de 300 photos d'Hugo durant son exil à Jersey. Alors pendant ce temps, le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon est sacré empereur des Français. C'est un an, jour pour jour, après le coup d'État constitutionnel. Hugo est fou de rage. Alors, l'exil d'Hugo à Jersey dure 3 ans. Il écrit de nombreux recueils et poèmes, dont les Contemplations. Mais il a aussi de nouvelles occupations. Ainsi, il dessine énormément et s'initie à la technique du pochoir. En décembre 1853, il rencontre Delphine de Girardin, poétesse et médium de passage à Jersey. Elle lui fait découvrir le spiritisme lors de séances de table parlantes. Dès lors, Victor se livre quasi quotidiennement à des séances. Il est convaincu de communiquer avec sa fille Léopoldine, mais aussi avec Racine, Shakespeare et Molière. Alors, il ne fait aucun doute que le spiritisme est l'occasion pour Hugo de calmer une douleur jamais éteinte, celle de la mort de Léopoldine.
Alors Hugo retranscrit ces échanges dans un ouvrage qu'il intitule Le livre des tables, 4 cahiers qu'il envisage de publier à titre posthume. Alors Juliette, son amante, n'est pas aussi enthousiaste que Victor et se demande comment il peut croire à ces diableries. Quant à Charles, il s'improvise médium. Hugo croit alors communiquer avec Jésus et Mahomet. Pour lui, pas de doute, les esprits sont en train de lui dicter une religion nouvelle dont il est le dépositaire. Mais Hugo ne s'occupe pas que de spiritisme. Il continue son combat contre la peine de mort. Alors, suite à l'exécution de John Tapner, accusé du meurtre d'une vieille dame brûlée vive dans sa maison de Guernesey, Hugo réalise sa fameuse série de dessins intitulée Le pendu. Autodidacte, il prouve alors qu'il est aussi un grand dessinateur. Alors malgré sa modestie avec laquelle il considérait ses dessins, il était largement en avance sur son temps et à l'avant-garde du mouvement romantique abstrait. Salvador Dali, plus tard, citera Hugo en exemple. Et même, il sera une grande source d'inspiration pour le peintre et sculpteur français Jean Dubuffet. L'année 55 est une année difficile pour Hugo. En effet, en février, il perd son dernier frère, le comte Abel Hugo, à l'âge de 57 ans. La même année, toujours indigné par la présence de Napoléon III sur le trône de France, Hugo s'oppose à la visite officielle de la reine Victoria à Paris. Il publie avec d'autres exilés français une déclaration critiquant cette visite. Alors cela va déplaire aux autorités de Jersey. Le 31 octobre 1855, le voilà subitement expulsé de Jersey. Le même jour, Hugo arrive sur l'île voisine de Guernesey. Il trouve une maison, 20 rue Hauteville, qu'il loue pendant 1 an. Il achève son recueil de poèmes, Les Contemplations, publié à Bruxelles et à Paris en 1856. Alors Charles Baudelaire est admiratif, mais à sa façon, car il écrit à propos d'Hugo, un génie est toujours un idiot. Alors les Contemplations sont un succès, et avec l'argent qu'il gagne, Hugo achète une vaste demeure, Hauteville House, située à quelques portes de la maison qu'il louait. Il y vivra 15 ans, jusqu'à la fin de son exil. Et c'est à Guernesey qu'il se laisse pousser sa légendaire barbe sur les conseils de son médecin, car il est devenu sensible de peau. Alors après l'achat de sa maison, Hugo s'est découvert une nouvelle passion, la décoration et la brocante. Il aménage sa propriété pendant 3 ans en collectionnant objets et meubles qu'il trouve sur l'île. Leur esprit pratique, il installe sa maîtresse Juliette Drouet dans une petite maison située à quelques pas de la sienne. À la même période, Hugo soutient publiquement Baudelaire, alors que celui-ci se voit interdit la publication des Fleurs du mal pour atteinte aux bonnes mœurs. Alors les années passent et le 16 août 1859, Napoléon III déclare une amnistie générale. Tous les proscrits peuvent rejoindre la France. Mais Hugo refuse. Il retournera dans son pays qu'une fois la France débarrassée de l'empereur. Napoléon III, qui rêve de réconciliation nationale, regrette
l'obstination du poète. Fin 59, Hugo poursuit son combat contre la peine de mort. Il lance un appel solennel en faveur de John Brown, un Virginien anti-esclavagiste qui avait appelé à l'insurrection armée en Amérique pour abolir l'esclavage. Mais à son grand regret, Brown est condamné à mort aux États-Unis. Alors il faut dire que l'activisme sanglant de Brown l'avait amené à commettre des assassinats atroces, découpant à la machette, par exemple, certaines de ses victimes. Cependant, cela n'avait pas semblé refroidir les ardeurs du grand poète, et il continue à défendre Brown. En 1862, toujours en exil à Guernesey, Hugo publie son chef-d'œuvre, Les Misérables. Alors le succès est retentissant, tant la misère sociale qu'il décrit dans le Paris du XIXe siècle colle à la réalité. À la même époque, Hugo commence à reprendre ses voyages annuels avec sa maîtresse, Juliette. Il va ainsi en Belgique, au Luxembourg et dans la vallée du Rhin. Il continue à écrire, à dessiner et à collectionner souvenirs et objets. Mais petit à petit, la famille Hugo se disperse. Sa femme, Adèle, voyage souvent à Paris, où elle s'occupe des intérêts financiers de son mari. Quant à la fille d'Hugo, elle aussi prénommée Adèle, elle part à Halifax, au Canada, où elle espère épouser un officier anglais. Charles Hugo, le fils photographe, s'installe en Belgique en 1865, où il se marie. François Hugo, traducteur talentueux de Shakespeare, rejoint son frère dans la capitale belge. La grande dispersion a donc commencé. Ainsi, Victor se retrouve très souvent seul sur son île avec sa maîtresse, Juliette. Et subitement, en août 1868, son épouse meurt d'une congestion cérébrale alors qu'elle visitait ses fils à Bruxelles. Elle a 64 ans. Elle est enterrée en Normandie auprès de sa fille Léopoldine. Hugo, toujours en exil volontaire, ne peut suivre le cercueil. Il s'arrête à la frontière franco-belge. Mais la fin de l'exil est proche. Alors que la guerre franco-prussienne fait rage, Napoléon III, gravement malade, est encerclé à Sedan. Il capitule, l'Empire s'écroule. Le 5 septembre 1870, lorsque la Troisième République est proclamée, Hugo rentre au pays. On lui fait un accueil triomphal. Il soutient le gouvernement de défense nationale dirigé par le général Trochu. En février 1971, il est élu député à l'Assemblée nationale qui siège à Bordeaux. Pour lui, son retour en politique ne marque pas un tournant, car en effet, il ne fait pas de distinction entre son œuvre littéraire et son engagement politique. Le 13 mars 1971, Charles Hugo vient voir son père qui siège à Bordeaux. Charles se rend en fiacre dans un restaurant où ils ont rendez-vous. Mais pendant le trajet, Charles est victime d'une apoplexie foudroyante, un AVC. Il meurt à l'âge de 44 ans. Victor Hugo est effondré. Il doit alors se rendre à Bruxelles afin de régler la succession de son fils, de rejoindre sa belle-fille et ses deux petits-enfants. Et c'est au même moment que se produisent les événements de la Commune.
Alors, pour rappel, la Commune est une période insurrectionnelle qui se déroule à Paris de mars à mai 1871. Ce mouvement de type libertaire refuse en fait de reconnaître le gouvernement de la République. Victor Hugo, toujours en Belgique, décide de ne pas regagner la France. Pendant une période de 3 mois, il s'installe au Luxembourg. Il en profite pour suivre une cure thermale à Mondorf-les-Bains. C'est là qu'il achève son recueil de poèmes L'année terrible, qui retrace la défaite française face à la Prusse. En juin 1871, une fois l'insurrection terminée, Hugo retrouve Paris. Il se présente aux élections législatives de juillet, mais il est largement battu. Il se représente en 72, mais là encore, il perd les élections, car désormais, il est perçu comme un radical. En effet, il se déclare en faveur de l'amnistie des activistes et des anarchistes de la Commune. Alors, amer après ces défaites politiques, Hugo retourne quelques mois à Guernesey. Il y achève son dernier roman, 93, où il décrit avec précision les crimes des deux camps, royalistes et républicains, lors de la Révolution française. Le succès est absolument énorme. La première édition est épuisée en quelques semaines, on en tire alors une seconde à 200 000 exemplaires. En 1873, Hugo est de retour. Il s'occupe désormais de l'éducation de ses deux petits-enfants, Georges Victor et Jeanne, ainsi que de sa belle-fille Alice, qu'il avait recueillie après la mort de Charles. Georges Victor et Jeanne lui inspirent un recueil de poèmes intitulé L'art d'être grand-père. Alors toutefois, cela ne l'empêche pas de recevoir beaucoup. On se presse pour voir le grand Victor Hugo, les frères Goncourt, écrivains, Lockroy, le fameux journaliste, Gambetta, qui en 70 avait proclamé le retour de la République, Clémenceau, futur président du Conseil. En janvier 76, Hugo continue sa carrière politique. Il prend enfin sa revanche. Il est élu sénateur de la Troisième République. Mais sa santé décline. Il est victime d'un malaise en juin. 76 marque donc la fin de son activité littéraire. Il part se reposer 4 mois à Guernesey, dans sa propriété de Hauteville. Et il continue à publier des recueils de poèmes qu'il avait écrits cependant dans les années 50 à 70, mais qu'il n'avait jamais publiés. C'est ainsi que paraît en 1881 le recueil Les 4 vents de l'esprit. Alors cela contribue à sa légende de vieillard débordant de créativité. En fait, il avait cessé d'écrire 5 ans auparavant. En 1882, Hugo devient président d'honneur de la Ligue du droit des femmes. Ce combat, il l'avait déjà engagé dès 1872. Il écrivait alors « Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité, il faut l'y faire rentrer. » Mais la fin du grand homme approche. Pourtant, c'est sa maîtresse de toujours, Juliette Drouet, qui nous quitte tout d'abord en mai 1883. Elle a 77 ans. Alors bien sûr, cette perte cause une terrible douleur à Hugo. Cependant, il n'assistera pas à son enterrement, trop inquiet pour sa réputation. Il reste terré dans sa demeure. Un grand homme ne peut assister à l'enterrement de sa maîtresse.
Le 22 mai 1885, Victor Hugo est victime d'une congestion pulmonaire. Alors, selon la légende, ses dernières paroles furent « C'est ici le combat du jour et de la nuit, je vois une lumière noire. » Le 26 mai 1885, l'Assemblée nationale vote par 415 voix sur 418 un décret d'obsèques national. Le cortège funèbre est immense et s'étend sur plusieurs kilomètres. On expose le cercueil d'Hugo sous l'Arc de Triomphe toute la nuit, puis on transfère le corps au Panthéon où il repose désormais. On estime que 2 millions de personnes et plus de 2000 délégations lui ont rendu hommage. Alors, pour conclure, je dirais que cela ne fait aucun doute. Ce monument de la littérature, légitimiste sous la Restauration, orléaniste sous la monarchie de Juillet, rebelle sous le Second Empire, venait de se transformer en symbole éternel de la République française. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. So I don't know if Tess is with us. Yes, bonjour Tess. Yeah, if anyone has any questions, they can either unmute themselves or chat, either one. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais si vous le préférez. Je n'ai pas de questions, j'ai un commentaire. Ah, merci. C'est un homme vraiment compliqué, qui avait un grand talent, mais